Bienvenue amis téléspectateurs à votre matinale de ce jour. Très ravi de vous retrouver. Bon réveil matinal et bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes bien réveillés, bien installés. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes déjà là, installés et prêts à vous servir. La nuit a été douce pour vous, je crois, et voilà. Ceux dont la nuit n'a pas été douce, la nuit n'a pas été réparatrice, nous disons simplement Yako, nous disons simplement beaucoup de courage. Ceux qui sont en train de courir dans tous les sens, ceux qui sont dans les bouchons, ceux qui sont tombés dans les embouteillages, alors beaucoup de courage à vous. Mais nous sommes là, installés, prêts à vous servir. L'équipe de ce matin est composée à la tête de messieurs Diasrane Bara Flaubert, c'est l'homme qui sera devant tout ce qui est console, et puis à côté de lui, le noir de la maison, Mugabe Bogel, et voilà, toute l'équipe. Donc, nous avançons petit à petit et ravi de vous retrouver. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est lundi, et vous savez que lundi, nous parlons art oratoire, lundi, nous parlons ressources humaines, lundi, nous parlons capsule. Et surtout lundi, nous vous encourageons avec des petites orientations pour vous permettre d'affronter la semaine. Parce que si le lundi ne réussit pas, c'est compliqué de rattraper les autres jours de la semaine. Nous allons nous arrêter simplement, prendre une pause musicale et puis voilà, revenir. J'ai réalisé que dans tout ce que je fais, je ne peux plus m'éloigner de toi. Si j'essaye, dommage pour moi. Jésus, garde-moi près de toi à jamais. Qu'importe ce que l'on raconte, papa n'a jamais tu m'as laissé tomber. Les préceptes sont entrés en moi. Tu me connais plus que les hommes sur terre. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Tu me soutiens dans mes projets. Comment ne pas te remercier? Tu fais prospérer toutes mes entreprises. Comment ne pas te remercier? Tu m'as béni dans mon foyer. Comment ne pas te remercier? Tu transformes mes échecs en succès. Papa, tu me rends heureux. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi. Papa, je veux chanter pour toi. Je veux louer ton nom à jamais. J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux changer pour toi.
J'ai décidé de donner ma vie pour toi. Je veux chanter pour toi. Je veux danser pour toi. C'était la reconnaissance avec Iviano Didier, qui reconnaît les bienfaits du Créateur dans sa vie, les bienfaits du grand Dieu dans sa vie. Vous savez, l'ingratitude est une chose qui est constante dans notre société. L'ingratitude est une chose qui nous empêche d'avancer. Lorsque quelqu'un te fait du bien, lorsque tu sais que quelqu'un a été là pour toi, lorsque tu sais que quelqu'un t'a tendu la main quelque part, lorsque tu sais que quelqu'un t'a donné un verre d'eau pendant que tu as soif, il est important de s'arrêter. Il est important de s'arrêter et de lui dire merci et d'être reconnaissant. Merci à Iviano Didier parce que lui, il est reconnaissant à Dieu. Il est reconnaissant envers tout ce que Dieu fait pour lui. Le souffle de vie, la protection, la grâce, l'élévation. Tout ça demande à ce qu'on s'arrête pour dire merci à Dieu. Il est important aussi que notre société reconnaisse que dire merci est un signe d'une bonne éducation, parce que ça fait partie des bons gestes, ça fait partie des bonnes manières. Merci, désolé, pardon, je m'excuse. Ça, c'est des gestes qui sont minimes, mais qui ont de valeur. Quand tu sais que tu as offusqué quelqu'un, quand tu sais que tu as vexé quelqu'un, quand tu sais que tu as manqué du respect à quelqu'un involontairement et qu'après tu te rends compte, il est important que tu t'arrêtes, il est important que tu reviennes pour dire à la personne, tout à l'heure je me suis rendu compte que je vous ai dit ça. Tout à l'heure je me suis rendu compte que je vous ai parlé de cette manière. Tout à l'heure je me suis rendu compte que j'ai posé tel acte vis-à-vis de vous. Je tiens à vous présenter mes excuses. Je tiens à vous demander pardon. Je tiens à venir simplement vous dire je suis désolé et que ça ne se reproduira plus. Tout à l'heure, j'avais besoin d'un écritoire et j'ai vu que vous m'avez tendu un écritoire. Et dans la précipitation, je suis parti. Je ne vous ai pas dit merci et je reviens simplement vous dire merci de m'avoir rendu service. Tout à l'heure, vous avez, et puis ça m'a facilité de faire tel, et je saisis l'opportunité pour vous dire merci. Normalement, dire merci, présenter ses excuses, être reconnaissant, s'excuser, ces choses-là doivent être spontanées, ça doit être présent dans notre société, mais ça doit être présent aussi dans notre langage, dans notre comportement de tous les jours. C'est ça la bonne éducation, c'est ça les bonnes manières. Malheureusement, aujourd'hui, on est capable de dire que je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas aller lui demander pardon pour qu'il comprenne qu'il est plus fort que moi. Ah, moi aussi, moi. Non, on dit souvent que le pardon, c'est un acte d'effort. Le pardon est un acte d'effort. Et les personnes qui sont capables de demander pardon après une offense sont des personnes très fortes. Mais ceux-là qui sont là toujours, oh, c'est lui qui a commencé, je ne me rabaisserai pas, je ne lui donnerai pas cette opportunité. Ceux-là, je vous assure, même si muscles, physique, vous êtes forts, vous n'êtes pas fort mentalement, intellectuellement. Parce que les hommes intellectuels, les hommes forts sont les gens qui ont un mind bien solide. À 7h49, il est temps de prendre les informations. La politique de la chaise vide ne se paye pas. On a coutume de le dire. Lors de l'adoption de la révision constitutionnelle, prolongeant de 7 ans le mandat du chef de l'État, les députés et sénateurs de l'opposition ont une fois de plus brillé par leur absence. Ils ont boycotté la séance plénière, suivi des débats. Ils ont abandonné, comme à leur habitude, le député Béral Mbaye-Koubou de l'opposition démocratique, celle contre tous, l'inénarrable, le charismatique, le fin stratège, Béral Mbaye-Koubou, toujours constant, a déclenché des tirs nourris contre les députés et sénateurs de la majorité présidentielle. Il savait pertinemment que ce vote allait passer sans anicroche, mais il n'a pas lâché prise. Il s'est déchaîné en traitant les auteurs de tous les noms d'oiseaux et a défendu bec et ongle son point de vue intramuros. Entre-temps, les autres députés et sénateurs ont sans tambour ni trompette disparu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils ont un mandat national, ils doivent rester et prendre le peuple qui les a mandatés à témoin de ce qui s'est passé réellement à la représentation nationale. Il ne faut pas tenter de se
prévaloir de sa propre turpitude. L'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais PDS, qui a roulé sa bosse depuis des lustres dans le marigot politique sénégalais, a toujours averti ses partisans qu'il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. Et un autre député sénégalais d'ajouter, si on se dit représentant du peuple, on doit affronter les débats, pas les fuir. Si certains préfèrent y aller parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont été insultés, alors autant démissionner. La posture des députés et sénateurs de l'opposition démocratique n'est pas appréciée par les citoyens qui avaient suivi ces débats. En claquant la porte, ils ont offert des verges à la majorité pour les trucider sans ménagement. Ils ne doivent pas prendre comme prétexte que tout a été ficelé pour se dérober de leurs responsabilités. Les députés et sénateurs de la majorité considèrent que leur boycott ne remet pas en cause la nature de ces votes. Il faut dire qu'en boycottant les débats, cette opposition a montré qu'elle n'avait dans l'immédiat ni stratégie claire, ni envie réelle d'assumer son rôle dans l'hémicycle. Leur participation aurait enrichi les débats. Il faut que les uns et les autres acceptent d'aller au débat qui sont un lieu de confrontation d'idées. Le boycott est une fuite de responsabilité. Il est pour le moins curieux de fuir les débats d'idées, puis de revenir à la hâte pour contester. L'opposition doit éviter à l'avenir de choisir la dérision et s'accrocher au mobilier. Entre chaises vides, chaises bancales et chaises critiques, elle doit choisir la bonne chaise pour répondre aux préoccupations de ses mandataires. En tout cas, lors de ces votes de la révision constitutionnelle, l'opposition parlementaire reste cocasse dans le landerneau politique tchadien. Ce dimanche, les fourchettes ont accompagné les ambitions. C'est le ministre d'État, ministre des Finances et président du comité d'organisation de la table ronde du projet de développement national qui a ouvert le bal gastronomique à 13h30. Son geste a marqué le début d'un moment de convivialité autour d'un buffet généreusement garni, propice aux discussions franches et au rapprochement stratégique. Une pluie de projets, tous secteurs confondus, a été reçue et présentée par la cellule d'appui de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat. Pas moins de 200 projets, dont 174 ont été présentés lors de cette rencontre. Le montant global des projets soumis s'élève à 867 milliards 267 millions 784 254 francs CFA. Une enveloppe qui illustre l'ambition collective de bâtir un Tchad résolument tourné vers 2030. La table ronde qui se prépare pour l'objectif du mobiliser le financement nécessaire, bien sûr, financement également interne, mais aussi externe à la mise en œuvre de ces plans ambitieux à travers nos projets. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de mobilisation des opérateurs économiques tchadiens à investir eux-mêmes dans leur pays. Aujourd'hui, j'apprends 800 milliards. J'apprends 200 projets. C'est exactement un projet de 2017. À mon avis, aussitôt au retour du PIB, 30 milliards qui vont être rapportés au Tchad, nos structures économiques actuelles ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire que la Chambre de commerce n'est pas bien couchée. Elle est obsolète. L'ANI est obsolète. Tel que c'est parti, tout cet argent, avec les efforts de nos autorités, ne sera pas rentable pour le pays. Le président du patronat tchadien, quant à lui, il a insisté sur la nécessité d'un cadre de collaboration pérenne entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Si nous ouvrons la voie à l'industrialisation, le bénéfice c'est quoi? C'est que la valeur ajoutée va être locale, les emplois vont être locaux, l'ensemble, beaucoup de bénéfices vont être... Mais nous, on veut vous honorer aussi, vous célébrer aussi. Dire voilà nos opérateurs. Ce déjeuner d'échange n'était pas qu'un moment de présentation. Il a permis de poser les jalons d'une gouvernance plus inclusive, où le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur de la mise en œuvre du PND. La transparence, la coordination et la valorisation des initiatives locales ont été au cœur des discussions.
Cette célébration a réuni les enseignants, responsables syndicaux et représentants des différents corps affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du théâtre CST s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et revendicative. Sous le thème « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain ». Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation souligne le vivre ensemble des enseignants. Le thème de cette année, l'ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain. Nous appelons à chaque point notre mission dépasse la simple transmission des savoirs. Il rappelle à l'union, à la solidarité, à l'insculquer l'idée de vivre ensemble à nos progénitures dans nos diverses protestations. À l'instar des autres enseignants, nous, enseignants affiliés de la CSTT, célébrons cette journée pour marquer notre présence parmi les organisations sœurs et souhaitons la bienvenue aux camarades membres du bureau exécutif. Les responsables syndicaux ont salué l'engagement quotidien des enseignants malgré les conditions de travail difficiles. Les syndicats du secteur de l'éducation affiliés à la CST ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Mettre en place des mécanismes réguliers et permanents de concertation entre le gouvernement, le ministère en charge de l'éducation, les partenaires et les organisations syndicales pour traiter des questions sociales, des conditions de travail, d'accès à la formation, etc. La relecture du décret 477 au plus tôt possible pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. La revalorisation de points d'indice 115 à 150. Le rappel des effets prévu par l'accord du 9 janvier 2020. Le rappel de 16 mesures qui, jusqu'à là, n'est pas effective. Le rappel des abattements et les 50% des AGS coupés en janvier 2018. Le versement des primes de transport de certains collègues de 2016 à 2025. Le président de la CST a rappelé le rôle central des syndicats et enseignants dans la formation des citoyens et le développement du pays. Il a également dénoncé le manque de moyens pédagogiques, les revendications et la précarité des enseignants. Les participants ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le dialogue social, mais aussi à défendre les droits des anciens piliers essentiels de l'avenir du pays. Bien que timides, les enseignantes et enseignants du département de la Tandjili-Est se sont rendus à la place publique de l'Aï, chef-lieu de la province de la Tandjili, afin de commémorer cette journée. Prenant la parole à cette occasion après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation Djangwei Sarung, le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Tchad, Kedre Sarung, a évoqué dans son allocution une baisse du niveau qu'il attribue aux enseignants. Sans perdre de vue la révision du décret numéro 477, le secrétaire provincial du CET a appelé le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'année scolaire 2025 et 2026 se déroule dans de bonnes conditions. Une motion de recommandation a ensuite été adressée au gouvernement et aux partenaires de l'éducation. Parmi les points évoqués, on compte notamment l'application du décret 477 portant statut particulier de l'enseignant, l'affectation en nombre suffisant d'enseignants qualifiés ainsi que la facilitation du déplacement des enseignants en cas de décès d'un collègue. Dans son discours, le secrétaire général de la province de la Tandjili, El Hadji Abdoulaye Blama, représentant le délégué provincial du gouvernement auprès de la province, a salué les performances des enseignants, notamment en ce qui concerne les résultats du BEF et du BAC de l'année écoulée. Il a exhorté à maintenir ce élan, voire à l'amplifier pour le bien des élèves en quête de connaissances dans la province de la Tandjili. La 32e édition de la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain », s'est ainsi achevée. Rendez-vous est pris en 2026 pour une nouvelle édition.
La justice populaire, dans ses multiples expressions, se manifeste par des réactions spontanées et souvent violentes. Dans notre société, de nombreux exemples en témoignent. Face à une altercation ou à un vol, les proches de la victime, emportés par la colère, n'hésitent pas à s'en prendre physiquement aux présumés coupables sans attendre l'éclaircissement des faits. Ces représailles, parfois extrêmes, vont jusqu'au lynchage ou même à l'exécution sommaire par le feu au nom d'une conception erronée selon laquelle le voleur ou l'agresseur n'aurait plus sa place dans la communauté. Ce n'est qu'après coup que surgissent les regrets, lorsque l'on découvre que la victime de cette vindicte populaire n'était pas forcément coupable. Mais il est alors trop tard, l'irréparable a été commis. Si dans certaines circonstances, la justice populaire peut sembler être une réponse rapide à un méfait, elle demeure une pratique dangereuse et porteuse de graves dérives. L'absence de procédures équitables et le non-respect des droits fondamentaux des personnes impliquées ouvrent la voie à de multiples abus. En définitive, plutôt que de céder à l'instinct de se faire justice soi-même, il est impératif de recourir aux institutions judiciaires et aux forces de sécurité, seules garantes d'une justice impartiale, équilibrée et respectueuse de la dignité humaine. La santé animale est cruciale pour la productivité du cheptel, la sécurité alimentaire et le revenu des élevages. Les longues distances que doivent parcourir les éleveurs pour accéder au pâturage compliquent le suivi des soins vétérinaires et peut accroître le risque de propagation des maladies pendant les épidémies. Le manque d'infrastructures adéquates contraint les éleveurs à de longs trajets avec pour conséquence une menace pesante sur les activités commerciales. Afin de trouver des solutions idoines à ces problèmes qui gangrènent l'économie, des stratégies de contrôle et de régulation doivent être mises en place pour faire face à cette situation préoccupante. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'élevage Abderrahim Awad Ateib donne plus de précisions. Oui, il y a les deux maladies qui sont plus graves sont la péripnéumie contagieuse bovine et puis la peste des petits ruminants. En tout cas, pour la peste des petits ruminants, le Tchad s'est engagé avec les autres pays du monde pour l'éradiquer d'ici 2030. Et ça, nous sommes en train de travailler. Donc, et même pour la péripnéumie contagieuse bovine, ce n'est pas une maladie à éradiquer, mais c'est une maladie à contrôler. Ils sont en train chaque année de faire la vaccination des bovins. Donc pour les deux, nous sommes en train de travailler, mais il y a d'autres aussi maladies qui sont là, les maladies telluriques, c'est-à-dire que les cerveaux bactériens, les cerveaux symptomatiques, la pasteurellose et autres. Et donc ça, c'est des maladies que les vaccins sont dans le marché. Et donc les éleveurs sont en train d'acheter et puis vacciner leur cheptel. Mais pour les deux grandes maladies, pour la peste des petits ruminants, c'est gratuit et c'est le ministère qui s'en charge de le faire. Et pour la péripnéumie contagieuse bovine, c'est toujours le ministère qui est en train d'organiser cette campagne. Mais quand même, celui-là, cette vaccination, elle est payante. Nous, on demande la contribution, par exemple, des éleveurs. Pourquoi on fait ça? Parce que nous avons le PRAPS qui nous, avec les autres partenaires, qui nous fournissent, par exemple, les vaccins pour le moment. Mais après 2027, c'est le pays qui va prendre le relais. Il est primordial que le ministère de l'élevage investisse dans la santé animale afin d'améliorer la qualité et la compétitivité du cheptel tchadien, garantissant ainsi une meilleure sécurité alimentaire et une contribution accrue à l'économie nationale. Rendre le secteur de l'élevage plus résilient et prospère est l'objectif à atteindre pour assurer la santé de la population et la viabilité économique du pays, a laissé entendre le ministre. Les viandes, souvent transportées à l'air libre, sont directement exposées aux particules et aux microbes. Les carcasses ou les morceaux de viande qui entrent en contact avec les sièges et les sols sont exposés aux intempéries de notre pays et surtout à l'absence de véhicules de réfrigération qui attristent et favorisent un risque élevé de contamination des bactéries logiques. À cela s'ajoute la forte température qui pourrait provoquer une décomposition et qui naturellement la rend impropre à la consommation. Pour remédier à cela, il va falloir
falloir réadapter, mieux moderniser ces moyens de transport en respectant les normes d'hygiène et des températures appropriées. Les véhicules frigorifiques pourraient préserver la qualité de cette viande livrée pour la consommation des citoyens de la cité capitale. En vue de lutter contre ce transport et de contribuer à la lutte contre certaines maladies, l'État devrait pouvoir accompagner ses bouchers et transporteurs d'acquérir des moyens de transport hygiéniques. Il serait aussi important que les autorités de tutelle prennent cette situation à bras le corps en créant des abattoirs à proximité et les points de vente. Cette approche contribuera à minimiser ces multiples risques liés à l'hygiène et à mettre en place un système de contrôle régulier et pouvoir former et sensibiliser les personnes impliquées dans ce commerce afin de préserver la qualité de la viande et faire en sorte que ceux qui enfreignent la loi soient rappelés à l'ordre. Les enfants sont des richesses et des sources de bénédictions qui résultent des mariages dans nos communautés africaines, plus précisément au Tchad. Cependant, dans certaines communautés, les aînés se voient attribuer des responsabilités précoces, une pratique souvent ancrée dans les structures familiales et sociales traditionnelles, car elle présente plusieurs avantages significatifs. Premier fils, là, c'est comme son œil. Tous ces biens-là, il fait, mais c'est pour son premier fils. S'il y a quelque chose, on dit où est son premier fils. Si le père trouve la mort, les yeux sont sur le fils aîné. Pourquoi ça? Parce que les autres là deviennent maintenant les enfants de son premier fils. C'est pour cela quand il fait tout, il donne tout à son premier fils. C'est une manière de préparer ses aînés à la succession et de leur faire assumer les rôles du futur chef de famille en l'absence du père. En gérant ces tâches et en prenant soin de leurs cadets, ces aînés développent un sens aigu de l'autonomie et de la maturité plus rapidement. Ils apprennent les devoirs de transmission du savoir, de l'expérience et des traditions, ce qui valorise nos multiples cultures tchadiennes et renforce le respect des règles traditionnelles familiales. Cette responsabilité les aide à faire face à des situations et à prendre des décisions, ce qui est une préparation essentielle à la vie adulte. Cependant, cette attribution de responsabilité doit être équilibrée pour ne pas devenir une charge excessive ou nuire à l'éducation scolaire et au bien-être de l'enfant. De retour sur le plateau, merci de nous avoir suivis. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que c'est votre émission e-matin qui continue son bonhomme de chemin après les informations. Nous accueillons sur le plateau notre coach en art oratoire, M. Gauthier, qui est là avec nous ce matin. Gauthier, bonjour. Bonjour, Gauthier. C'est un plaisir et j'exprime la technique de cette opportunité que vous me faites. Voilà, Gauthier a été synchronisé avec un élément, on y reviendra. Alors, je disais, bonne arrivée. Merci, je vous en remercie pour cette confiance renouvelée à ma personnalité, d'évoquer la question liée à l'art oratoire, qu'on ne cessera jamais d'en parler, et comme c'est un débat très vaste, nous allons continuer cette aventure. D'accord. Alors, aujourd'hui, vers quel angle Gauthier nous amène? Eh bien, je vous conduirai toujours avec la langue française et surtout dans le respect des règles régissant l'art oratoire. Justement. Nous allons bien évidemment revenir sur ce qu'on appelle l'action oratoire. La dernière fois, je crois qu'il y a un débat grandiloquent qui a été Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'aller au-delà de ces débats. Donc, lorsqu'on parle de l'action oratoire, je vous avais dit, en réalité, ça prend en considération un certain élément, notamment la maîtrise parfaite de la langue française. Cela ne peut non plus être lié à ce qu'on appelle l'euphémisme, loin de l'être. Ce n'est ni l'adoucissement des mots, moins encore l'atténuation, il faut se le dire. Lorsqu'on parle de l'action oratoire, ça prend en considération un certain élément, notamment la posture, l'action vocale, la gestuelle et surtout la question de la diction. Et parlant de l'action oratoire, je vous donnerai certainement des figures emblématiques en matière d'action oratoire. Quand vous prenez l'honorable député Bernard Merko, dans son action oratoire, vous allez tout de suite remarquer qu'il est plus dans l'éloquence et surtout dans la rhétorique.
Si nous prenons l'exemple de Maître Marc Jean Bonan, il est plus dans la sémantique et surtout dans la rhétorique. Vous prenez Don Hébert. Don Hébert est plus dans l'éloquence et surtout dans la rhétorique. Et si vous prenez encore Maître Tamdira Otiak, il est plus dans la rhétorique et surtout dans l'éloquence. Donc, parlant de l'action oratoire, l'orateur devrait se mettre dans une posture conforme, dans une posture adéquate, dans une posture qui doit être en adéquation avec son style. Et quand on parle de la voix, vous devriez avoir à l'esprit que la voix, c'est l'identité de l'orateur. La voix, c'est une richesse inébranlable de l'orateur. La voix, c'est une marque incolorable de l'orateur. L'orateur doit chercher à connaître sa voix. S'il est issu d'une voix grave, une voix rauque ou soit une voix fine, celui-ci est appelé à travailler sa voix afin de s'imposer. Donc, la voix est une chose incomparable de l'orateur. Si l'orateur ne cherche pas à connaître les limites de sa voix, s'il ne parvient pas à travailler sa voix, il va avoir des lacunes. Donc, il va de son intérêt à travailler l'action vocale. Autre élément quand on parle de la diction, l'orateur ne devrait non plus avoir des lacunes en la langue française. Autrement dit, il doit avoir la maîtrise parfaite en la prononciation française, ce qui est très capital en matière de l'action oratoire. Donc, si vous prenez Nicolas Sarkozy, dans l'action oratoire de Nicolas Sarkozy, il y a 3 éléments. Okay. Dans les 3 éléments, il y a d'abord la séduction. Après la séduction, le dernier élément, c'est la renaissance. Après la renaissance, c'est l'opposition. Quand on parle de la séduction, ça veut dire quoi? Nicolas Sarkozy essaie de séduire avec les mots justes, avec les mots ayant un sens et surtout avec les mots ayant une certaine éloquence. Et quand on parle de la renaissance selon Sarkozy, Sarkozy essaye de considérer que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec ne peut non plus être une fatalité. Donc, dans toute situation, il faut renaître. Et parlant de l'opposition, il essaye de s'inscrire, bien évidemment, dans la contrariété des choses. S'il faille encore revenir étudier une autre figure emblématique en matière d'art oratoire, je dirais le président, le fondateur d'ailleurs de l'université Ektia, Dr Ali Abderrahmane, qui essaie aussi dans son action oratoire d'être plus dans la sémantique. Donc la sémantique cherche ne reste à connaître la valeur des mots, l'utilité des mots. Il ne suffit pas de mettre les mots en mouvement, il ne suffit pas d'utiliser les mots éloquents, mais il va falloir que dans cette éloquence, les mots aient une signification. Si les mots n'ont pas une signification, cela ne peut non plus être utile pour l'orateur. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'on appelle l'action oratoire, qui prend en considération la posture, la gestuelle et surtout la voix. La gestuelle est très importante et capitale en matière d'art oratoire. Que ce soit les gestes parasites, les gestes rythmés, il faut avoir recours pour amener l'action oratoire. D'accord. Alors, vous avez cité quelques figures selon leur style oratoire, la séduction, l'éloquence, la sémantique, etc. Mais parmi tous ces éléments cités, lesquels qui sont fondamentaux à l'art oratoire? Et vous savez que tous ces éléments sont fondamentaux en art oratoire. Si vous voulez être un orateur charismatique, le mieux c'est d'être un sémanticien, d'être un rhétoricien, aussi s'inscrire à l'école de l'éloquence. Je l'avais dit dans une de mes émissions que Amadou Ampateba a dit que l'art oratoire est un arbre. Et donc cet arbre se résume à 3 principales, notamment la question de l'éloquence, la question du bon sens et surtout la question de la sémantique. Donc pour être un bon orateur, un orateur incomparable, le mieux c'est faire la synthèse de ces 3 éléments, notamment l'éloquence, qu'est la science de bien prononcer les choses, la question de la sémantique et surtout la question de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre avec des éléments ayant une certaine précision. Et la sémantique, c'est de considérer que les mots sont des êtres vivants. De la même manière où les personnes naissent, les personnes peuvent grandir et les personnes peuvent mourir. De la même personne, les mots naissent, les mots grandissent et les mots peuvent mourir. Donc il faut savoir utiliser les mots. Les mots en eux-mêmes constituent la préciosité et surtout la dangerosité. Au lieu de dire la cellule, vous savez que si vous venez dans un domaine un peu militaire, quand on parle de la cellule, ils vont vous dire la prison. Mais si ça a de s'inscrire dans la dynamique de la biologie, la cellule, c'est autre chose. Donc c'est à ce niveau où l'orateur doit donner vie
et en même temps donner du sens dans l'utilisation des mots. D'accord. Alors, la dernière fois, le débat était que l'art oratoire, à la base, n'est pas la séduction, mais en citant les figures, vous avez cité Sarkozy, oui, qui s'inscrirait plus dans la séduction. Alors, est-ce qu'il est vraiment dans l'art oratoire? Il est très bien dans l'art oratoire. J'avais dit, vous savez que la dernière fois, c'était juste un amalgame qui s'est produit. J'avais dit que l'art oratoire ne se limite pas simplement à la séduction. Donc, au-delà de la séduction, il y a encore d'autres éléments dont vous venez de citer. La question de l'éloquence, la question de la sémantique, la question de la rhétorique et surtout la question de la grandiloquence. Donc, Nicolas Sarkozy s'inscrit bien évidemment dans la dynamique de l'art oratoire qui est la séduction. Et dans la séduction, si on se plonge dans le dictionnaire en la langue française, il y a deux intérêts, ou soit il y a deux choses à retenir. Dans un premier temps, on parle d'attirer de l'attention de son public par le biais de l'émotion. C'est de cela dont il est question. Donc Nicolas Sarkozy s'inscrit dans la dynamique de l'émotion, soit dans la séduction, qui est un pilier d'art oratoire. Justement, si vous venez de nous prendre en marche, nous échangeons dans notre rubrique art oratoire et il est important de s'exprimer. Ce n'est pas simplement prendre la parole, comme tout le monde parle, je parle, mais quand on parle, il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre, mais surtout, il faut se faire comprendre dans un langage décent, éloquent, sémantiquement organisé. Voilà, moi je suis déjà dans mon cours d'art oratoire. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment prendre la parole, mais à l'entame de leur expression, tu as envie de pleurer, tu as envie de, permettez le terme, de te suicider, entre parenthèses, et pourtant, ils disent des bonnes choses. Le contenu de ce qu'ils disent est important, mais l'outil, les moyens, le syntaxe, vous avez parlé du... l'aspect sémantique, ça laisse à désirer. Alors, est-ce qu'ils sont aussi des gens qui s'expriment? Parce que le contenu y est, mais la manière n'y est pas. C'est très bien. C'est parce que l'art oratoire est un art qu'il faut apprendre. Et vous savez qu'il y a une figure emblématique, comme j'ai l'habitude de le dire. Il a laissé entendre que l'art oratoire est une science. Donc, du point de vue étymologique, il y a l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est la dimension morale de l'art oratoire. Le pathos, c'est la dimension persuasive de l'art oratoire. Et le logos, c'est la dimension scientifique de l'art oratoire. Vous savez qu'en matière d'art oratoire, l'exorde constitue une mise en scène et l'exorde constitue un élément crucial dans l'action oratoire. Si beaucoup de gens prennent la parole, dès leur entrée avec le public, vous constatez qu'il y a lacune, c'est qu'il y a un problème. Un orateur, dans son exorde, en la littérature, on parle de la sapiens. Dans son exorde, il devrait être plus vivant, il devrait être plus immortel. On vous donne la parole, monsieur Aladiev. Les gens vont ne reste qu'à s'aimer, ou soit les gens vont s'imaginer déjà dans les 2 minutes, soit dans les 10 secondes. Donc, si vous ratez déjà votre entrée en scène, ça va être très compliqué. Donc, beaucoup de gens se précipitent à prendre la parole sans toutefois avoir des méthodes devant leur permettre la bonne prise de parole en public. Donc, la bonne prise de parole en public, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Alors, lorsque je vois quelques éléments de l'action oratoire qu'il faut prendre en compte, la posture, l'action vocale, la diction, etc., ça réfère un peu à un cours que j'ai croisé quelque part, ça réfère un peu à la musique. On se retrouve en train de voir que c'est pratiquement les cours de chant, les cours sur la voix. Mais dans l'art oratoire, quelle est l'importance de la posture, par exemple? Vous savez que la posture communique en matière d'art oratoire. On n'adopte pas une posture au hasard. On adopte une posture conforme. Vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas adopter une posture légaliste, à moins encore conformiste. Donc, votre posture transmet un message. Votre posture transmet une communication. Si vous êtes resté, on dirait une personne qui est fatiguée, à travers votre posture, les gens vont savoir que non, tel là est fatigué. Si vous essayez d'adopter une posture, on dirait une personne qui est dans une situation nerveuse, aussitôt les gens vont savoir que non, cette personne-là se trouve dans telle situation. Donc la posture transmet aussi une communication. D'accord. La posture transmet une communication et on doit comprendre comment se tenir face aux gens. Peu importe ce que vous aurez à dire, peu importe la beauté de ce que vous aurez à dire, si votre posture
offusque les gens. Ça veut dire que ce serait difficile de vous entendre. La dernière question, par exemple, c'est l'art oratoire, la diction. Très bien. Il y a des répercussions, des facteurs culturels permettez-moi, de nos ethnies qui se répercutent sur le langage à un certain niveau. La plus basique, quand un Gambaye parle le français, on voit directement que c'est un Gambaye qui parle le français parce qu'il y a des intonations qui le suivent de la langue maternelle au français, etc. Comment faire pour aider ces personnes-là à transcender cet art, je me le permets comme ça, de la langue maternelle qui les poursuit? Je vois que ce sont des lacunes qui ont leur sens d'être, mais en réalité, l'influence de nos cultures ne peut non plus impacter la prise de parole en public, moins encore la question de la diction. Il suffit simplement de travailler sa diction en devenant simplement un grand lecteur. Et il y a des astuces, il y a des exercices pratiques qui peuvent vous permettre déjà d'être une bonne référence en la matière. Et vous aviez bien raison. Il y a des gens, quand vous parlez de vélo, ils vont prononcer autre chose. Le V se transforme en B et le B se transforme en V. Donc ce sont des choses qui sont notoirement connues, mais pour être un bon orateur, vous êtes obligé, ne reste qu'à devenir un grand lecteur. Faire assez d'exercices pratiques, ça va vous permettre déjà de combattre ces mots, entre guillemets, dont je parlerai de la diction. Justement, l'art oratoire exige aussi beaucoup de choses. J'ai retenu encore ici, le mercredi passé, que pour être un bon orateur, il faut être un rat de la bibliothèque. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut toujours chercher à découvrir chaque jour beaucoup de choses. Aujourd'hui, on aime parler, on aime s'exprimer, on aime être devant les gens, on aime se faire voir. Malheureusement, nous n'apportons pas le background qu'il faut. Raison pour laquelle, au lieu d'aller à vélo, nous partons à bulot. Voilà, ça devient compliqué. Pour un Gambaye, lorsqu'il doit dire le garçon, tu entends le garçon. Au lieu que ça soit le, ça devient l'eau. Et voilà, ça va dans tous les sens, mais c'est des choses qui peuvent se corriger. Très bien. Merci beaucoup, Gauthier, d'être passé encore. Je vous en remercie. S'il y a quelque chose à ajouter avant que nous puissions nous séparer. Bon, s'il y a quelque chose à ajouter, je vais simplement profiter de ces canaux, transmettre mes messages de remerciement à l'endroit des enseignants charismatiques qui nous informaient. Vous savez que le rôle de l'enseignant, sinon les enseignants façonnaient le monde. Je vais faire une dédicace spéciale au professeur Dikolom Benjamin, Dr Weye Adamou, Dr Sitak Yombatina, à mon oncle Laldim Narcisse et bien d'autres. L'enseignement est une carrière d'actualité et nous leur sommes toujours reconnaissants. En tout cas, nous vous réservons 5 minutes vers la fin pour une dédicace spéciale aux enseignants. Merci Gauthier. Merci. Je vais vous raccompagner simplement avec la capsule Un métier, un boost et nous allons découvrir le métier de soudeur. Merci. Le métier du soudeur, comme vous le savez, c'est lui qui utilise la technique de soudure pour construire le métal. Vous voyez, donc c'est un technicien. C'est un technicien. Pour avoir la technique. Nous, on fait le soudure en arc. Donc, on utilise 2 électrodes qui nous permettent d'utiliser la baguette qui est comme un apport extérieur du métal qui permet de faire fondre 2 métal. Donc, on utilise l'électricité et notre type de soudure ici, c'est soudure en arc. On fait généralement la construction métallique. On construit les portes, on construit les fenêtres, on construit les portails, on construit aussi les châteaux, les pieds des châteaux, les cuves métalliques pour l'essence, pour le carburant et pour l'eau, genre de tout. Donc, on fait tout ce qui est construction métallique. J'ai fait électrotechnique. Donc, en première, deuxième année, c'est trop commun avec les gens de mécanique, les gens de génie civil, les gens de génie chimique, les gens de génie pétrolier, tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que, première année, deuxième année, on a fait la construction métallique. Donc, c'est ce qui a permis que j'apprenne un peu le métier de soudure et je suis quelqu'un aussi qui touche à tout. Donc j'aime apprendre et comme avec l'expérience que j'ai eu à avoir avec les gens de Comé, j'ai travaillé aussi à Comé, ça m'a aidé à avoir ces techniques de soudure. Donc au fond, je ne suis pas un soudeur, mais je me suis forgé, je me suis formé pour être ce que je suis maintenant. J'ai la passion.
travail de chantier, n'importe quel travail de chantier, j'ai la passion de le faire. Donc c'est une passion. Et de deux, je suis quelqu'un qui fait tout ce que je trouve à faire avec passion. Donc ça me plaît beaucoup ce que je fais. J'ai fait électricité, bâtiment, tout ça. Et voilà, donc tout ce qui est technique, ça me passionne. C'est difficile dans ce pays parce que, les impôts, les taxes, tout dépasse d'abord ce que nous on fait par mois. Et de deux, avec les 16 mesures conjoncture économique, c'est vraiment difficile. Vous allez voir peut-être 2-3 jours, toute la semaine, on n'arrive même pas à démarrer le groupe. Ici, les gens veulent toujours les choses moins chères et vite fait. Alors qu'en technique, c'est pas ça. Moi, je mise sur la qualité d'abord. Comme j'ai commencé à cela moins d'1 an encore, dans bientôt ça va faire 1 an, j'aime la qualité. Et quand tu veux parler de qualité, il faut parler de moyens. C'est difficile avec les Tchadiens. Les Tchadiens aiment des choses moins chères. Alors que nous, on veut la qualité, donc ça fait que c'est un peu difficile. Mais bon, on essaie de faire avec. Tout début est difficile, ça va aller. Dans l'idée de tout Tchadien, c'est qu'un soudeur, c'est un abandonné, c'est un taré, quelqu'un qui ne connaît rien à l'école, qui est soudeur. Généralement, quand on dit soudeur, les gens pensent que c'est des gens c'est des vauriens. Alors que c'est des techniciens. Il faut être intelligent. On te dit telle porte. Par exemple, moi, des fois, les gens m'envoient des photos de l'extérieur. On m'envoie des photos, des images d'Internet, et puis tu essaies de construire la même chose. Donc ça, c'est le savoir-faire, il faut être intelligent. Il faut avoir le courage parce que c'est difficile. Moi, j'ai un bac plus en électrotechnique, ingénieur de conception en électrotechnique. J'ai déposé pour l'intégration depuis 2012. Jusqu'à présent, on me dit que c'est à la dernière porte. Alors que les gens disent qu'il manque des enseignants scientifiques dans les institutions supérieures. Bac plus 5, j'ai enseigné à EIE, j'ai enseigné à la francophonie, j'ai enseigné à ISTD, mais maintenant, bon. Vous voyez donc, il faut avoir le courage. Il faut que les gens aient le courage. Moi, j'ai le courage parce que j'ai étudié chez les Nigérians. C'est des gens qui font tout dans la vie. Donc, ces jeunes, pour embrasser la carrière de soudeur, il faut qu'ils aient le courage. Ce n'est pas facile. Et il faut qu'ils oublient ce qu'ils sont. Le diplôme, mon pasteur au Nigeria me dit, être un diplômé, c'est pour dire que tu es formable. Quand tu as le diplôme, c'est pas pour dire que c'est la fin. Non. Tu es formable. Tu peux être un diplômé dans tel domaine, mais tu peux laisser ça et puis te former dans un autre domaine. Merci au simple soudeur, voilà, Mekila Ferdinand, big up à toi de là où tu es. Ça, voilà, tu es aussi une motivation pour la jeunesse tchadienne. Tu es une voix et voilà, en écoutant et en suivant ton parcours, tu es une force pour la jeunesse tchadienne et je crois que ce métier de soudeur, cet élément permettra à la jeunesse aussi d'apprendre, permettra à la jeunesse de comprendre, permettra à la jeunesse. C'est pas parce que j'ai eu un doctorat en droit, j'ai eu un doctorat en psychologie que je ne peux pas devenir un fabricant de briques au bord. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au bord, c'est parce que l'eau est montée. Sinon, dans les mois passés, quand tu arrives au bord du fleuve, tu trouves beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'industrie de fabrication de briques. Et quand ils commencent, tu les vois, les gens rient d'eux, mais quand ils finissent de monter leur four et que tu vois des gros porteurs se diriger vers eux pour prendre les briques, du coup, c'est des millionnaires qui sortent, des messieurs bien garnis et ça les permet de développer d'autres projets. Aujourd'hui aussi, la jeunesse pense que repartir à la terre, être par exemple cultivateur, être par exemple jardinier, c'est des métiers de dernier rang, c'est des métiers réservés à une catégorie. Non, moi tu me vois là, je ne peux pas, moi tu ne me vois là, je ne peux pas être jardinier, je ne peux pas. Mais sous d'autres cieux, les agriculteurs, ceux qui habitent dans les campagnes sont les plus riches ailleurs. Et dans des grandes puissances, je veux le dire, dans des grandes puissances, par exemple aux États-Unis, en France, les fermiers, si vous permettez, les fermiers sont les gens les plus riches parce que c'est eux qui alimentent les grandes métropoles en mille, en tout ce qui va, ils font de l'élevage, etc. Mais aujourd'hui, dans notre société, tous les jeunes veulent travailler au bureau. Tous les jeunes veulent s'asseoir dans un bureau climatisé avec voilà, un laptop devant, faire des selfies, mettre sur Facebook, avoir une boîte de thé à côté, etc. Non, ce n'est pas ça qui construit l'homme. Ce n'est pas ça qui fait de toi un grand homme. Peu importe le diplôme que tu as, le diplôme n'est que le papier. Comme disaient les Américains, le diplôme n'est que le papier. Maintenant, en dehors du papier, qu'est-ce que tu sais faire?
en dehors du... Parce que tu peux, par tous les moyens possibles, obtenir un master, un doctorat, mais ne rien avoir dans la tête. Et pourtant, quand tu décides, par exemple, de faire ton élevage à côté, avec les poules par-ci, avec les canards par-là, avec tout ce qui va avec, tu te rends compte que tu deviens un monsieur. Au jour, le nombre augmente, on vient acheter, tu développes, tu te retrouves en train d'acheter 1 hectare de terrain, en train de clôturer, en train de construire des grands entrepôts, tu te retrouves en train de... Et c'est comme ça qu'on devient des grands messieurs. Ferdinand, dans son élément, nous dit, on lui a dit depuis 2012 que son dossier à l'intégration de la fonction publique est à la dernière porte. Imagine si de 2012 jusqu'à 2025, le dossier est toujours à la dernière porte. Et s'il devrait croiser les bras, attendre jusqu'aujourd'hui, il serait là en train de traîner, tout ça. Mais vous voyez un peu, c'est un monsieur qui n'a pas honte, c'est un monsieur qui s'est affirmé de soudeur qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas au pays, il est très loin, il essaye de se défendre. Apprenons des bons exemples. Apprenons des gens qui ont réussi. Apprenons des gens qui se sont battus, qui n'avaient pas d'ouverture, qui n'avaient pas les possibilités, qui n'avaient pas les moyens, mais qui ne se sont pas dit que je ne dois pas capituler, mais qui ont vécu une résilience très forte et qui les a permis de se frayer un chemin. Peu importe le mur qui se dresse à toi, si tu décides, tu trouveras toujours de quoi passer. Et c'est important, la jeunesse tchadienne doit comprendre, mais particulièrement la jeunesse ndjaménoise. Parce qu'aujourd'hui, je puis le dire sans pouvoir me tromper, que dans tout le Tchad, N'Djamena est la ville qui regorge plus de jeunes que dans toutes les autres villes du Tchad. Mais on a plus de jeunes qui marchent tout le temps, qui sont là, qui marchent. Tu trouves les jeunes partout. Mais quand tu les demandes, vous faites quoi? À vrai dire, le gars, il se réveille le matin, il programme d'aller à Ardetiombal. Il dit, je vais à Ardetiombal. Il quitte chez lui, à Gassi. Il arrive à Abénan. Il trouve un ami en route qui lui dit, ah, Gassi, comment tu vas où? Il dit, je vais à Ardetiombal. Il dit, mais Joe, tu peux m'accompagner à Sabangali? Il dit, ok, on va rapidement avant que moi j'arrive. Ils arrivent à Sabangali, ils font 5-10 minutes. Ils trouvent un autre ami qui dit, ben les gars, moi je suis en train d'aller vers Farchana, ou bien je suis en train d'aller vers rue de 40. Bon, si ça ne vous gêne pas, on y va. Comme il est à voiture, il monte, il se retrouve à rue de 40 autour de 14 heures. De la rue de 40, le gars dit, bon, si vous voulez, on peut aller à Bakara voir quelqu'un. Il quitte la rue de 40, il se retrouve à Bakara. On est déjà vers 16h, 17h. En rentrant de Bakara, il dit aux autres que bon, il fait déjà tard, donc descendez-moi juste là. Et puis, ça veut dire que son objectif de la journée, qui était celui d'arriver à Ardetiombal, n'a pas été atteint. Il a fait des choses qui n'ont rien à voir avec son calendrier, son chronogramme de la journée. Pour rien. Nous devrons avoir des objectifs. Nous devrons rester focus. Nous devrons rester dans le sens à se dire, peu importe la situation, les circonstances, j'ai un objectif et je dois l'atteindre à tout prix. J'ai un objectif et je dois l'atteindre. Peu importe les difficultés, je me battrai. Et c'est quand tu es en train de te battre pour réussir que quelqu'un te viendra en aide. Parce que si moi, tout le temps, je sors le matin, je te vois à la même place en train de faire les mêmes choses et qu'on ne sent pas en toi un effort de sortir de cette situation, personne ne te tendra la main. Commence à te battre, commence à prouver à ton entourage, commence à prouver à tout le monde que comme vous me voyez là, je me bats pour sortir. C'est de là simplement que tu auras une main tendue, tu auras une perche. Alors, beaucoup de courage aux jeunes, mais apprenez des leaders, apprenez des aînés qui ont réussi. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie. Question de prendre le bien-être.
il s'avère qu'il y a des facteurs de risque qui sont omniprésents pour tous les cancers. Par exemple, la cigarette, la consommation, en tout cas, ceux qui fument de la cigarette. Le tabagisme est un facteur de risque que vous pouvez retrouver dans tous les cancers. C'est-à-dire, la cigarette peut provoquer le cancer des voies respiratoires, le cancer partout dans le corps. Il n'y a pas seulement des voies respiratoires. Vous avez l'alcoolisme chronique, qui sont aussi des facteurs. On dit 3 verres d'alcool par jour augmente le risque de 30%. Donc, l'alcoolisme, et comme vous le savez aussi dans nos pays, les gens prennent beaucoup d'alcool. Et donc, c'est un gros facteur de risque. Pour voir, pas seulement le cancer du foie, comme les gens prétendent dire, mais partout dans l'organisme. Vous avez l'obésité, qui est un gros facteur pourvoyeur de cancer. Partout, pas seulement le cancer du sein, le foie, partout. Et donc, l'obésité, qui est une forme de malnutrition, c'est-à-dire, soit les gens mangent mal, ils mangent en excès, quand bien qu'il y a l'obésité d'origine génétique, mais ce n'est pas une raison. Quand vous prétendez être obèse, il faut pratiquer, il faut lutter contre cette obésité-là. Il faut lutter à tout prix contre ces obésités. Même si vous n'êtes pas atteint de cancer, vous allez être atteint de maladies cardiovasculaires, telles que les AVC, accidents vasculaires cérébraux, donc les crises cardiaques, ainsi de suite. L'obésité est un gros facteur de risque. Et ensuite, le facteur alimentaire, nous consommons trop, nous ne consommons pas assez de légumes. Le Tchadien aime trop manger de la viande. C'est une panacée pour les Tchadiens. Ils pensent que manger la viande tous les jours, c'est un signe d'aisance, mais c'est plutôt se nuire à soi. La consommation journalière de la viande est un facteur de risque de cancer. Vous savez, la viande rouge. La viande rouge, pourquoi la viande est rouge? Parce que la viande rouge contient souvent des oxydes de fer, ce qui colore la viande en rouge. Et cet oxyde de fer est responsable de l'apparition des cancers. C'est lui qui provoque le cancer. D'où la nécessité de ne pas trop consommer de la viande. Et donc, c'est vrai, quand on va au marché, on a des produits comme les poissons, mais les gens essayent de mettre soit de la glace, et la glace avec du formol, des pia-pia, et tous ces aliments-là sont susceptibles de provoquer le cancer. Vous voyez actuellement, si vous allez au marché, vous payez du poisson, c'est dénaturé, vous ne sentez plus le goût. Pourquoi? Parce que c'est le formol qui est dénaturé. Et le formol est cancérigène. Les pia-pia qu'on met sur les poissons, c'est cancérigène. Ce n'est pas normal. Donc, l'alimentation en général, l'homme doit maîtriser, en particulier au Tchad. Nous mangeons ce qui peut nous apporter plus de mal que du bien. Et donc, regardez d'abord, j'étais un coup d'œil au village. Les gens mangent naturel. Ils se campent beaucoup plus sur les légumes. Ils consomment beaucoup plus de légumes. C'est pour ça que vous n'aurez pas un taux de prévalence élevé de cancer au village qu'ici. Les facteurs pourvoyeurs du cancer du col de l'utérus, c'est les infections sexuellement transmissibles. 90% des cancers du col est dû à un virus qu'on appelle le virus du papillome humain, le HPV. Et là, nous avons essayé de faire un test sur quelques femmes ici à N'Djamena et je vous assure que le taux est beaucoup plus élevé. Le taux est beaucoup plus élevé. Donc, il faut éviter les infections sexuellement transmissibles. Vous avez le VIH, donc le sida, qui favorise également le cancer du col de l'utérus. Parce que le sida déprime. Donc ça détruit l'immunité de l'homme. Ce qui fait que la femme peut facilement présenter le cancer du col de l'utérus. Mais en général, le cancer du col de l'utérus est dû à des infections sexuellement transmissibles.
Étant donné que nous sommes dans le mois du dépistage, octobre, on appelle Octobre Rose, ce mois simplement nous amène à aider nos mamans, à aider nos sœurs à aller se faire dépister, mais aussi les encourager à des bonnes conduites de lutte contre le cancer du sein. Et c'est le cancer qui tue beaucoup plus de femmes. Et on dit que dans le monde entier, chaque 5-15 minutes, une femme meurt du cancer. Beaucoup de courage à nos mamans, beaucoup de courage à nos sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, chez nous, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et on dit qu'il faut de temps en temps palper les seins, on dit qu'il faut de temps en temps se faire dépister, il faut aussi de temps en temps, on dit sucer le sein. Et ça a créé une désinformation pas possible sur la toile. On ne parle pas, quand on parle de sucer le sein, on ne parle pas du qu'un messieurs, non, on parle de ceux qui allaitent, que les bébés, c'est de l'allaitement qu'on en parle. On ne parle pas des gros messieurs, comme l'a dit quelqu'un sur Facebook. On ne parle pas de vous, les gros messieurs avec 32 dents. Ce n'est pas de vous qu'on parle. Malheureusement, l'information est partie d'une manière erronée. Et comme on utilise tout on rit avec tout, on blague avec tout, ça a pris de l'audimat. Il fallait que les gens reviennent pour recadrer. Aussi, il faut de temps en temps palper le sein pour se rassurer. Quand on sent qu'il y a un boule, c'est un problème, c'est un début d'un problème. Il faut rapidement aller se faire dépister, tout ça. Dans les jours à venir, nous allons y revenir pour mieux vous expliquer, mais aussi pour mieux en parler. Mais déjà, encourager nos sœurs, ne les stigmatisons pas, ne les démoralisons pas, parce que si tu ne peux rien faire, alors ne fais rien du tout. Ne fais pas des choses qui peuvent encore décourager. Raison pour laquelle nous disons beaucoup de courage au ministère de la Femme et du genre, voilà, qui s'engage activement. Nous faisons aussi un big up à cette organisation-là qui lutte contre le cancer, et aussi nous faisons un big up à la Ligue tchadienne des droits de femmes aussi qui œuvrent activement. Dans ce sens, beaucoup de courage à toutes nos sœurs. C'est le mois de s'affirmer et il faut passer dans les centres, se faire dépister. C'est important, raison pour laquelle ce mois a été dédié pour cela. Faites un tour et vous n'allez pas le regretter. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter dans un chat profond, retrouver une danse de chez nous. Et puis voilà, on va revenir, la danse Walga. Bueno, okay.
Merci à cette belle danse qui nous vient de Fonfon Kilo. Kilo, là-bas on dit kilo, hein, c'est à kilo. Souvent quand vous passez vers Mundo, vous arrêtez là, vous mangez les cannes à sucre, beaucoup de choses, des œufs, et voilà, c'est ça la beauté de Kilo. Le monde a commémoré la journée des enseignants et hier le Tchad n'est pas resté à l'entame. Nous voulons nous arrêter un instant et rendre hommage à tous les enseignants. Vous faites un travail remarquable, vous faites un travail impeccable et grâce à vous, aujourd'hui, on a des grands hommes dans ce pays, mais aussi qui représentent le Tchad valablement sous d'autres cieux. Grâce à votre travail acharné, nous avons eu des grands hommes dans ce pays. Merci parce que, au-delà de tout, peu importe la situation précaire, vous avez toujours travaillé, vous avez toujours été là, vous avez toujours cru et vous nous avez conduits. Et voilà, moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte d'affirmer que je suis le fruit de l'enseignant. Et voilà, quand je revois mon cursus, quand je vois comment j'ai commencé, ça me fait vraiment un genre. J'ai été enseignant de CP1 au CP2 par un monsieur. J'ai été récupéré par une dame en classe de C1. Ben, de tous les messieurs, la dame est celle qui m'a plus chicoté que tout le monde en classe de C1. Et puis voilà, je me retrouve encore en classe de CM2 avec une dame. Vous voyez, les enseignants, vous êtes impeccables. Aujourd'hui, je retourne encore comment j'ai été impossible à gérer tout ça, distrait, mais vous avez su me communiquer une valeur et c'est l'opportunité. C'est le moment de rendre un hommage vibrant, mais mérité à tous les enseignants. Aussi, c'est l'opportunité de nous incliner devant ceux qui sont partis, nous incliner aussi à la mémoire de ceux qui sont partis, des enseignants qui sont allés très tôt, peut-être par manque de moyens pour se soigner, etc. Je vois comme ça mon enseignant, le défunt du Masra, Mbete Thalès, qui est parti, voilà, comme ça, il est allé pour les études, pour finaliser son doctorat, et il est parti. Monsieur Mbaïdjoura Adoum Zakari, mon enseignant de CP1, bravo à toi, merci, merci de tout ce que vous avez communiqué en moi. Voilà, ils sont nombreux dans cette maison. En Electron, par exemple, nous avons beaucoup d'enseignants et que, permettez-moi de citer quelques-uns pour les faire un big up. Merci à M. Ntekoltar Armand, qui est un enseignant. Merci à Moutungar Gédéon, un enseignant. Merci aussi à Emmanuel Koulayo, qui est un enseignant. Merci à Nicolas Mbainadi. Voilà un enseignant. Voilà, nous en avons et nous en avons assez. Et merci. Merci pour ce que vous faites. Et aujourd'hui, nous avons une tête bien pleine. Elle n'est pas bien pleine, simplement bien faite et bien pleine. Merci beaucoup et que Dieu vous garde et que Dieu vous donne encore de continuer à bâtir une nouvelle génération. Nous avons toujours besoin d'être encadrés et continuer comme ça. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité, chers internautes, chers abonnés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons vous laisser simplement en compagnie d'une belle transition musicale qui vous sera proposée. Et voilà, quant à moi, je vous dis bye bye et nous nous retrouvons le mercredi pour un autre numéro de I-Matin. Au revoir. Tous avions, gardien des seins, Arson, l'homme chéri, Mangon que sarale, Mangon que porso momo, Muna mansar que moguto, Muna mansar que moguto, Mangon que porso momo, Mangon que sarale, Muna mansar que moguto. Sarka mogu
piller notre ville comme il faut. Ça c'est notre ville, ça c'est notre cité, ça c'est notre ville, ça c'est tout ce qu'on a en commun. Just, toi le caisse. Just, l'idée de caisse. Just, toi le caisse. Toi le sami, toi le sami, toi le sami, l'idée de caisse. Bienvenue chez nous, il y a tout chez nous, il y a tout chez nous. C'est la danse de chez nous, c'est le rythme de chez nous. Là où sont les guerriers, ici sont les guerriers. Et pas en avant, et pas en avant, et pas en arrière, et pas en arrière. Venez danser, venez danser, venez danser. Venez danser, venez danser, venez danser. Electron TV, la vision du futur.